Bienvenue dans notre analyse des développements économiques et aussi d'infrastructures qui, on peut le dire, redessinent en ce moment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Absolument. On va regarder ensemble quelques articles économiques récents, voir ce qu'on peut en tirer comme info, comme perspective clé. C'est ça. Allez, on y va. Plongeons dans ces dynamiques régionales. Alors, un premier point qui ressort, c'est l'immobilier de bureau. On voit vraiment une tendance assez marquée en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. De gros investissements pour moderniser les espaces de travail. L'objectif derrière, c'est clair, attirer, retenir les talents, surtout avec ce mouvement de retour au bureau. Oui, c'est ça. D'ailleurs, un rapport de JLL, la boîte de conseil en immobilier, le dit, ces améliorations, c'est vu comme essentiel pour la productivité. Ben oui, et c'est intéressant parce que ça montre bien comment l'immobilier s'intègre dans des stratégies économiques beaucoup plus larges. Comme la vision 2030. Exactement comme la vision 2030 saoudienne. C'est pas juste une question d'avoir des bureaux plus sympas, quoi. Le but, c'est vraiment de renforcer l'attractivité pour les investissements étrangers directs, donc les capitaux qui viennent de l'extérieur, et puis d'améliorer la compétitivité générale. D'accord. Mais au-delà des bâtiments eux-mêmes, ça pose la question de savoir si ça s'accompagne d'une vraie transformation de la culture de travail. C'est un autre débat. Et cette dynamique régionale, on la retrouve aussi dans des discussions qui ont été rapportées entre l'Arabie Saoudite et la Syrie. Ah oui. Sur une possible coopération pour des investissements. Ça pourrait être un signe peut-être d'une volonté d'intégration économique plus poussée. Oui, potentiellement, ça pourrait ouvrir la porte à une participation à la reconstruction syrienne, c'est sûr. Et ça renforcerait l'influence saoudienne dans la zone. Mais il faut rester prudent, très mesuré. La stabilité politique en Syrie, elle est encore loin d'être acquise. c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a l'impact des sanctions internationales. Ça pourrait vraiment compliquer la réalisation de ce genre de projet. Ce sont quand même des obstacles assez sérieux. Bien sûr. Et si on parle d'ambition de transformation, il y a un projet qui est assez spectaculaire, c'est NEOM. Ah, NEOM, oui. Le développement du port de NEOM en Arabie Saoudite, ils viennent d'installer les premières grues entièrement automatisées, contrôlées à distance. Impressionnant. C'est marquant, oui. L'objectif qu'ils affichent, c'est de faire du royaume un hub logistique mondial pour connecter l'Asie, l'Europe, l'Afrique. L'importance stratégique, elle est évidente. C'est la diversification économique, sortir du tout pétrole, c'est aussi une vitrine technologique. Clairement. L'automatisation à NEOM, c'est pas juste une petite amélioration, c'est un pari. Un pari pour potentiellement court-circuiter les routes logistiques qui existent déjà. Ça pourrait forcer les ports concurrents à accélérer eux aussi. C'est un défi pour les autres. Oui, mais attention, un tel niveau d'automatisation, ça pose d'énormes défis d'intégration. Et puis, ça demande une main-d'œuvre hyper qualifiée. Ça reste un enjeu majeur. On change de pays, on va en Égypte. Là, il y a un chiffre qui est assez frappant. Les transferts d'argent des Égyptiens qui travaillent à l'étranger. Ah oui, les remises. Exactement. Elles ont augmenté de, tenez-vous bien, 82,7%. Pour atteindre 26,4 milliards de dollars sur 9 mois. C'est une manne financière énorme. Essentiel, oui, c'est le mot. Ces flux, ils sont cruciaux pour la stabilité macroéconomique du pays. Ça soutient la livre égyptienne, ça allège la pression sur les réserves de change, surtout avec l'inflation, la dette. C'est vital. C'est un complément indispensable aux réformes économiques et au soutien international, notamment celui du FMI, le Fonds monétaire international. Bien sûr. Par contre, cette forte dépendance, ça rend aussi l'économie égyptienne assez vulnérable. Vulnérable au choc économique dans les pays où travaillent ces expatriés. Logique. Un dernier point rapide sur les Émirats arabes unis. Ils visent une capacité de production d'électricité de 79,1 gigawatts d'ici 2035. C'est un chiffre énorme. Ça montre qu'ils anticipent une forte croissance, mais aussi qu'ils intègrent de plus en plus les renouvelables et le nucléaire dans leur stratégie énergétique. C'est tout à fait ça. La stratégie des EE, elle cherche cet équilibre, qui est complexe d'ailleurs. Répondre à une demande d'énergie qui grimpe tout en respectant les engagements climatiques et en diversifiant activement leur mix énergétique. Donc moins dépendre des hydrocarbures pour l'électricité locale. Exactement. C'est une approche qui est peut-être moins centrée sur une seule infrastructure phare comme NEOM en Arabie Saoudite, mais c'est tout aussi stratégique pour leur avenir. Alors, si on met tout ça bout à bout, les investissements massifs en Arabie Saoudite, aux EAE, les dynamiques financières en Égypte, ce début de dialogue régional, l'accent sur la tech, la logistique, l'énergie, quel tableau ça nous dessine pour la région ? Ça dessine une région qui est vraiment en pleine mutation.
engagés dans une sorte de course à la diversification économique pour préparer l'après-pétrole. Tout ça en naviguant dans un contexte mondial, géopolitique et économique, qui est plutôt complexe. Oui, c'est clair. Pour ceux qui suivent ces sujets, comprendre ces transformations, c'est essentiel. Essentiel pour voir comment les flux commerciaux, les chaînes d'approvisionnement mondiales, même les opportunités d'investissement pourraient être complètement redéfinies. C'est fondamental. Et peut-être pour conclure, une question pour ouvrir la réflexion. Vu ces investissements colossaux dans les infrastructures, qu'elles soient physiques ou technologiques, quelle pourrait être la prochaine frontière, la prochaine étape, peut-être moins attendue, de l'innovation économique dans cette région ?